Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On entame une nouvelle partie, un nouveau chapitre dans ces playoffs avec le début des previews des demi-finales de conférence et on commence avec du très lourd puisqu'on va vous offrir la preview de cet affrontement à l'ouest entre les Denver Nuggets, tête de série numéro 1, et les Phoenix Suns, tête de série numéro 4. Constant, tu es avec moi aujourd'hui et c'est peut-être la série du deuxième tour la plus attendue, celle-ci. Ouais, y en a une quand même du côté de la conférence Ouest entre un deuxième et un troisième que j'attends tout particulièrement. Mais en tout cas, on peut dire assez sereinement que c'est la série entre les deux favoris à l'Ouest, en tout cas les deux équipes considérées comme favorites à l'Ouest, en tout cas selon les codes de Vegas. Voilà, c'était l'affrontement qu'on attendait tous quand on a vu comment se goupillait le seeding des playoffs. Donc on a hâte d'y être, on a hâte que cette série débute. Exactement. C'est vrai que on est face aux deux. Ce qui est un peu paradoxal, parce que c'est souvent pas le cas du côté de Vegas. On est face aux deux favoris pour sortir de l'Ouest qui s'affrontent dès les demi-finales de conférence. Ouais. Donc effectivement, un affrontement au sommet. Pour vous expliquer, chers auditeurs, parce que vous avez vu qu'on était un petit peu absent depuis les previews, le format qu'on a adopté sur ces playoffs, c'est d'abord un format donc preview. À chaque fois, on va vous offrir les previews de chaque affrontement. Alors là, on est sur un timing encore plus court, donc peut-être que certaines previews sortiront après le premier match, on ne sait pas encore. Et puis surtout, on vous offrira pour toutes les équipes éliminées des post-mortem, donc des bilans de saison, mais qui vont être surtout on va être à mi-chemin entre le bilan de saison et la projection sur l'avenir. Et vu ce premier tour paranormal, constant, il va y avoir des post-mortem qui vont quand même être très, très, très intéressants. Avant de commencer. Oui, ouais, Non, vas-y, Constant. non, mais disons que les post-mortem dans la division centrale vont être un poil plus salés que d'autres post-mortem. Il y a deux équipes dans la Exactement. division centrale où on se dit bon, le post-mortem, il n'était pas censé arriver aussitôt. Ah non, il y en a une en particulier, il n'était pas censé arriver avant un mois, au pire des cas, et Ouais. il arrive dès fin avril. Donc il y a un petit problème. En tout cas, du coup, pour ce qui est des post-mortem, ça arrivera pendant les séries, hein, bien évidemment. D'ici là, on va vous rappeler, comme d'habitude, de nous suivre sur les plateformes de podcast et puis aussi sur YouTube. Dans ces previews, on ne fait pas de pause, on enchaîne directement, Constant. Et justement, on a parlé un petit peu, on a sous-entendu le, le premier tour. Revenons sur le premier tour de ces deux équipes. Et alors, justement, dans un premier tour globalement NBA paranormal, on est peut-être sur deux équipes qui ont vécu un premier tour assez normal. Commençons par la tête de série numéro 1, Constant, Denver. Moi, j'ai envie de résumer ça par sérieux, en fait. On attendait Denver après plusieurs campagnes de playoffs, en tout cas des campagnes de playoffs avec des blessures un peu décevantes. Ils ont fait un premier tour sérieux contre une équipe des Wolves qui était nettement inférieure, tout simplement. Oui, c'est copie appliquée de la part de Denver, sans être forcément exceptionnel, mais copie appliquée. Et quand on voit ce qu'ont fait les autres contenders, soit éliminés, soit passés dans la douleur, finalement Denver est peut-être l'équipe qui a livré la meilleure prestation sur ce premier tour. Effectivement, dans un premier tour paranormal, c'est peut-être la série la plus normale de ces playoffs, avec un seed 1 qui a largement dominé le seed 8, victoire 4-1. Très honnêtement, ça aurait pu virer au sweep quand on voit la physionomie Mmh. du match 4, avec un Nikola Jokic qui a pas forcément livré sa meilleure série, même s'il a été très fort, notamment sur ce Game 4. Jamal Murray qui a fait un gros Game 2, mais globalement une très bonne performance collective de la part de Denver, que j'ai trouvé intéressant, que j'ai trouvé rassurant. Et c'était peut-être la différence comparée aux deux précédentes années, c'est que là, pour le coup, ils sont arrivés en playoff en tant qu'équipe avec des vrais atouts collectifs à faire, enfin à montrer en playoff, ce qui n'était pas forcément le cas ces 2 dernières années où ça reposait beaucoup sur du Nikola Jokic. Effectivement, un effectif en pleine santé aide bien. Effectivement, c'est marrant parce que je lisais certains fans de Denver dire non mais comment vous osez dire que Jokic fait un premier tour normal, mais en fait c'est vraiment le comparatif avec les années précédentes. Il n'a pas eu à s'employer de manière totalement démesurée pour sortir ses Wolves. En fait, il y a eu une très bonne série, c'est vrai, de Jamal Murray. Après, je sais que toi comme moi, on fait partie de ceux qui, on va dire que Jamal Murray, on s'étonne du traitement médiatique du joueur qui est mis en avant que quand il met 40 points, en fait, et pas quand il en met 15 à 5 sur 25, en fait. Ouais, disons que Jamal Murray, il a un traitement de
Quand il fait un mauvais match, on n'en parle pas. Par contre, quand il met 40 points, il y a des emojis flammes sur Twitter, qui est un traitement que peu de joueurs NBA possèdent. Il y en a quelques-uns que je ne citerai pas, je vous laisserai chercher et vous faire votre propre avis. Jamal Murray, non, mais il a, en tout cas, pour sa première série de post-season depuis la bulle, et pour sa première série de post-season depuis sa blessure, force est de constater qu'il a quand même montré qu'il avait un niveau tout à fait correct et qu'il pouvait aider ces Nuggets dans la quête du titre. En tout cas, c'est ce qui est leur objectif. Effectivement, sur la pression au scoring sur les lignes arrières, ce qui moi me faisait très peur, parce que clairement, si tu es complètement muet sur les lignes arrières au scoring, ça va être très très compliqué. Et ils ont répondu présent. N'allons pas trop loin dans le bilan, parce qu'on va se griller Ouais. la preview. Allons sur la série décevante. Décevante pas tellement dans le résultat, mais dans ce qu'on a vu du coup du côté de cet affrontement 4-5 entre les Suns de Phoenix et les Clippers de Los Angeles. Les Clippers qui, au bout de 2 matchs, ont donc été privés de Kawhi Leonard et des Suns qui, ont fait le travail, mais là où autant j'utiliserai le qualificatif sérieux, j'ai utilisé le qualificatif sérieux pour les Suns, pour les Nuggets, pardon. Pour les Suns, on va dire que c'est une domination super paradoxale. C'est-à-dire que oui, ils dominent sur séquence, c'est la meilleure attaque du premier tour sur l'offensive rating, mais se pose déjà la question jusqu'à quand en fait. Je sais pas si t'as vu ça aussi sur ce premier tour. Ouais, moi j'ai pas mal de réserves sur la série des Suns sur ce premier tour pour plusieurs raisons. Déjà, comme tu l'as dit, Kawhi Leonard se blesse au bout de 2 matchs. Je pense, même si Devin Booker fait un gros game 2, je pense que sur les 2 premiers matchs, le meilleur joueur de la série, c'était Kawhi Leonard. On peut Mm. débattre de ça, mais moi je l'ai trouvé vraiment très impressionnant. Même défensivement, c'était lui qui prenait la match-up sur Kevin Durant, qui l'a pris très tôt. Et ces Suns qui sont en dents de scie, je trouve qu'ils ont montré pas mal de faiblesses, notamment au niveau de la profondeur du banc qui est quand même assez abyssale, et même au niveau de leurs joueurs principaux entre guillemets, puisque Devin Booker fait une série absolument exceptionnelle. S'il n'y avait pas un certain Jimmy B, ça aurait été clairement le meilleur joueur du premier tour. Kevin Durant fait une série, allez, un peu plus en dents de scie, mais qui reste tout de même très solide, notamment le Game 3, si je dis pas de bêtises, où il est très solide. Après, il y a les problématiques de Chris Paul et de DeAndre Ayton, qui sont des problématiques qu'on a citées en 2022, peut-être même un petit peu en 2021, où là, pour le coup, Chris Paul, il met des tirs clutch sur le Game 4, mais son niveau de la match-up, c'est pas lui, désolé, hein, mais c'est pas lui le meilleur meneur de cette série, c'est un autre meneur du côté des Clippers. Et DeAndre Ayton, on a retrouvé des situations où il était maladroit, où il était pas forcément très nasty. Voilà, c'est du soft Ayton, j'aime pas trop le dire, mais c'était Ayton un peu soft comme on a pu le voir par le passé. Et ok, sur certaines séquences, ils étaient absolument injouables. Je trouve que Torrey Craig a quand même comblé pas mal de lacunes, en tout cas caché pas mal de lacunes Mm. de ces Suns, parce qu'il a vraiment été énorme sur le premier tour, Torrey Craig. Et ok, il y a des séquences où ils étaient très forts, mais il y a des séquences de panique de la part de ces Suns. Je pense notamment au Game 5, où ils sont à -17 dans le quatrième quart et ils jouent une fin de match serrée. Pour moi, c'est des situations que tu ne peux pas avoir quand tu as des joueurs aussi expérimentés que Chris Paul, que Kevin Durant dans ton effectif. Donc, un peu plus mitigé sur la série du premier tour des Suns, qui pour moi a montré que cette équipe, c'est pas les Warriors de KD et de Curry, c'est une équipe avec des faiblesses et c'est loin d'être une équipe invincible. Effectivement, il y a cette sensation qui pour moi est très difficile à accepter, mais il y a la sensation que contrairement à il y a peut-être 5-6 ans, on est face à des équipes assez perfectibles en fait, où toute équipe a un point faible et il faut s'habituer à ça. Et j'avoue que c'est quelque chose dont je me plains parfois sur sur la conversation du podcast, parce que j'ai un peu de mal avec le fait que je puisse voir des faiblesses dans la plupart des gros contenders dès le premier tour. En fait, c'est quelque chose qui j'ai du mal à vraiment me convaincre de ça. Euh, on passe à la partie LCI, Constant, on va appeler ça comme ça. L'indice de confiance. Donc, tout simplement pour résumer ce qu'on a dit, après le premier tour, on se situe où pour les Nuggets d'abord. Allez, de 1 à 10, on se situe où? Moi, je mettrais un bon 7. Enfin, ils m'ont rassuré. Sans être exceptionnel, ils m'ont rassuré. Ouais, c'est ça, ouais, 7, je suis d'accord avec toi. Bien, tu vois, c'est la mention bien, c'est 14 sur 20, c'est pas très bien,
mais c'est bien, ils ont fait une série de first seed qui a assumé son statut. Et encore une fois, c'est quand on voit ces playoffs, d'avoir un seed 1 qui assume son statut, bah ça n'arrive pas à tout le monde. Donc pour le coup, au moins ils ont fait le job done. Ils ont pas non plus, contrairement aux Suns, ils ont pas fait jouer énormément de minutes à leur starter. On est resté sur des Mhm. minutes assez correctes. Nikola Jokic est entre 36 et 39 minutes, Jamal Murray pareil. Donc on est sur une série sérieuse avec des joueurs qui ont pu se passer un tour, déjà passer ce cap de gagner une série de post-season et qui n'ont pas trop puisé dans leurs ressources. Pas de blessures non plus parce qu'on sait que ça a été un facteur pour plusieurs équipes lors de ces playoffs. Donc voilà, ouais, 7 sur 10. Les Suns, les Suns, c'est pas. De toute façon, c'est la post-season paranormale, hein. Moi, il y a beaucoup de trucs que j'arrive plus à comprendre. Euh, 5. On va y revenir à mon gros problème avec cette équipe. Il y a un moment où il y en a un qui va se péter probablement, où ça tiendra pas 45 minutes pendant 4 tours. Donc en fait, je dirais un 5 parce que le problème étant que sur séquence, c'est la meilleure équipe du premier tour. Sur séquence. Genre, alors si on exclut bien sûr le hit en mode dieu, enfin je sais pas, céleste, Ouais. genre c'est la meilleure équipe du premier tour par séquence, les Suns. Donc un 5 en attendant de voir. Enfin, moi, je mettrais 6, un peu plus haut, parce qu'en fait, la problématique de ces Suns, on en avait parlé avec Tom quand on avait fait la preview de la série face aux Clippers, c'est que c'est une équipe théorique. Et je trouve qu'après ce premier tour, les Suns demeurent une équipe théorique. Alors, il y a un peu plus de pratique, mais du coup, la pratique révèle les faiblesses. Mais théoriquement, tu te Hmm. dis, tu as deux joueurs qui sont top 10 du DH20, tu as quand même un All-Star, enfin un meneur all-time, tu as un pivot qui joue de manière très bonne, mais si on prend vraiment l'indice de confiance, déjà, il y a le fait effectivement que Chris Paul, DeAndre Ayton, Kevin Durant, Devin Booker jouent énormément de minutes, et de l'autre côté, il y a cette faiblesse du banc qui me fait dire que oui, je suis à un 6 parce que la théorie pour eux est trop forte, les séquences pour eux, enfin les séquences en attaque en tout cas leur donnent raison, mais il y a des lacunes que je n'avais pas soupçonnées avant le début de ces playoffs. Eh bien, enchaînant, tu parlais justement des deux joueurs dans le DH20, Constant. Sur les meilleurs joueurs de la série, cette, cette séquence qui a peut-être été mise à mal sur certaines séries du premier tour, où on n'avait pas vraiment anticipé qui serait vraiment le meilleur joueur de la série. Euh, Là, j'ai envie de te dire, Constant, que est-ce que c'est pas, allez, je sors un petit peu du cadre, est-ce que c'est pas le quatrième qui va être très important là? Parce que sur le principe, 1, 2, 3, quel que soit l'ordre. Enfin, moi, j'aurais tendance à mettre Jokic, Booker, Kevin Durant. Alors, je sais, crime de lèse-majesté, mais sur le premier tour, Devin Booker marche trop sur l'eau, est trop fort. On va revenir sur les chiffres en isolation, au tir, etc. Et défensivement aussi. Donc, j'ai tendance à le mettre deuxième, mais je peux comprendre que dans une série, Kevin Durant reprenne cette deuxième place. C'est plutôt le quatrième pour moi qui sera très important. Mais je te laisse nous donner tes trois meilleurs joueurs de la série. Non, bah le premier c'est Nikola Jokic. Pour moi, voilà, c'est Jokic. Deuxième, moi je continue à mettre Kevin Durant pour des raisons tout simplement de match-up. Quand je vois ce que vont pouvoir proposer les Nuggets en défense sur Kevin Durant, je suis plus confiant sur le fait que, contrairement à la série face aux Clippers, il peut être le meilleur joueur des Suns sur cette série. Puis en troisième, j'ai Devin Booker. Mais effectivement, cette problématique du quatrième joueur, elle va pas faire basculer la série, mais en tout cas, elle peut faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre, puisque si le quatrième meilleur joueur de la série, c'est Jamal Murray, si le quatrième meilleur joueur de la série c'est Chris Paul ou DeAndre Ayton, dans le premier cas, tu vas te retrouver avec une vraie balance en fonction du niveau de Jamal Murray. De l'autre côté, tu vas avoir un certain déséquilibre du côté de Phoenix. Et même, j'exclurais pas, franchement, je pense pas que ce sera le quatrième meilleur joueur de la série, mais j'exclus pas potentiellement une bonne série d'Aaron Gordon parce que je trouve que face à cette défense des Suns, il a des arguments à faire valoir. Mhm. Effectivement, qui fait un bon premier tour, mais globalement, Aaron Gordon enfin, on avait déjà dit dans un des 4 quarts, fait une très très bonne. Ah, c'était moi. Ouais, Je l'avais tu dit dans l'avais un des même mis 4 quarts. troisième meilleur joueur de la série face aux Wolves. C'est vrai, c'est vrai. J'avais un petit peu abusé. Pour notre dernière preview, c'est peut-être ça qui expliquait cela. En tout cas, enchaînons sur les match-ups constants, et je vais continuer le point que tu as mis en avant. Effectivement, moi, dès qu'on a annoncé cet affrontement, je sais pas, j'ai directement une vision. Tu vois, ces systèmes où tu as Jokic
poste haut ou Jokic très 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 loin de la raquette. Et je me suis tout de suite dit, ça, c'est un match-up qui va énormément avantager Aaron Gordon, en fait, parce que et c'est un de mes premiers problèmes par rapport aux Suns dans cette série, la pression qui va être mise en tant que défenseur près du panier sur Kevin Durant, ou quel que soit le 5e joueur que tu ajoutes, va être démentielle, en fait, parce que Jokic, on le sait, a cette capacité à sortir de la raquette, à être un meneur et à jouer poste haut ou à jouer sur du pick and roll. Euh, on est en 2023, je ne sais pas si ça me rassure beaucoup que Kevin Durant fasse ça sur des très longues minutes face à un Aaron Gordon qui physiquement, lui, maintenant, est dans une dimension autre que Kevin Durant. Oui, largement. Comme tu l'as dit, KD, on l'a vu en protecteur de cercle face aux Clippers, mais sur de courtes séquences. Si tu répètes ça sur plusieurs matchs et sur des séquences un peu plus longues, j'ai un peu plus de doutes. Aaron Gordon, j'essaye de voir en fait quels sont les joueurs potentiellement que tu pourrais mettre défensivement sur lui. Parce que si tu décides de mettre Kevin Durant, tu vas beaucoup le faire travailler en défense et peut-être qu'il va le payer en attaque, surtout si tu le fais jouer beaucoup de minutes. En fait, c'est la seule problématique puisque les Suns n'ont pas ce profil de joueur très grand, très athlétique et qui peut matcher avec l'intensité physique d'Aaron Gordon. Je pense pas qu'ils vont mettre Torrey Craig. D'ailleurs, ça peut être une autre question, c'est qui va être le 5e titulaire d'ailleurs de ces Suns, puisque c'est une autre problématique. Mais effectivement, Aaron Gordon, c'est une série pour lui. En même temps, c'est quelles sont les équipes qui ont le coffre, enfin qui ont un joueur possédant le coffre pour répondre à Aaron Gordon qui n'est pas un poste 5, parce que finalement Aaron Gordon pourrait être utilisé en poste 5 dans quasiment, allez, 90% des équipes. Faut peut-être regarder du côté de Boston pour voir un joueur capable de répondre à Aaron Gordon. Mais effectivement, si tu as des situations où tu as Jokic en playmaker avec DeAndre Ayton qui doit s'occuper de Nikola Jokic, déjà je ne suis pas rassuré. Mais si de l'autre côté, ça ouvre des accès au cercle pour Aaron Gordon, ça va être très compliqué pour les Suns parce qu'ils n'ont pas ce protecteur de cercle. Déjà que DeAndre Ayton en soi n'est pas un excellent protecteur de cercle. Si ça limite KD en aide, en tout cas KD en protecteur de cercle, ça va être une réelle difficulté. Et si en plus de ça, Aaron Gordon est efficace près du cercle, ça va attirer les défenses sous le panier et ça peut libérer les shooters de Denver. Ouais, avant de te laisser enchaîner par un de tes match-up clés, conscient, il y a vraiment cette idée de dimension physique aussi. Moi, qui me fait très très peur en fait sur un affrontement direct. Là où ils ont été plutôt heureux sur le premier tour aussi, c'est qu'ils n'ont pas eu toute la dimension physique des Clippers. Alors certes, Westbrook a fait un chantier encore une fois pas possible et a beaucoup mis cette pression physique. Et globalement, les Clippers sont une équipe assez physique, mais le profil, tu l'as dit, très atypique d'Aaron Gordon, me fait très peur sur les match-ups directs parce que tu l'as dit, il y a personne pour défendre sur lui et en dehors de Kevin Durant, il y a vraiment personne pour défendre sur lui. C'est Kevin Durant en fait la seule option et encore une fois depuis la période Brooklyn, je trouve qu'il est il est trop responsabilisé défensivement Kevin Durant pour ce qu'il montre actuellement. Je te laisse enchaîner par un de tes match-up clés. Justement, moi je vais prendre la problématique dans l'autre sens puisque je vais prendre quel est le deuxième défenseur pour défendre sur le duo des Suns en fait. Parce que on l'a dit, Devin Booker fait un premier tour exceptionnel. Bon, en même temps, il n'avait pas les match-ups défensifs les plus difficiles du côté des Clippers, même si non, puisque c'était Russ qui défendait sur KD. Donc c'était vraiment Devin Booker avait beaucoup de lignes de drive, qui est un point intéressant d'ailleurs. Il y avait du mid-range, hein, bien sûr, mais j'ai vu beaucoup Devin Booker driver, ce qui est un point que je trouve rassurant pour le coup pour ces Suns. Et si on prend la match-up du côté de Denver, c'est que je pense que KCP va s'occuper de Devin Booker défensivement. Par contre, qui va être le joueur qui va défendre sur Kevin Durant? Puisque ça va être probablement Jamal Murray. Jamal Murray, n'importe quoi. Michael Porter Jr. J'étais en train de... non, mais j'étais en train de me refaire le sac. On sait pas, peut-être un choix de coach. Non, il est tard. Écoute, il est tard. Excusez-moi. Non, mais ça peut être Michael Porter Jr. ou Aaron Gordon pour le coup. Mais dans ce cas-là, ça va être quand même. Moi, je suis sceptique à l'idée de voir Aaron Gordon défendre toute une série sur Kevin Durant. Alors peut-être qu'ils vont essayer de doubler sur certaines séquences, ou en tout cas qu'ils vont essayer de faire lâcher la balle à Kevin Durant. Mais dans ce cas-là, ça revient à te faire sanctionner par Devin Booker ou potentiellement par Chris Paul. Donc voilà, je pense que la problématique défensivement pour les Suns, elle existe, mais la problématique défensive pour les Nuggets, elle existe puisque,
physiquement, en fait, tu n'as pas le profil non plus pour défendre Kevin Durant, puisque tu n'as pas cet ailier. Tu as Aaron Gordon, mais tu n'as pas cet ailier longiligne que peuvent avoir certaines franchises NBA, certaines équipes NBA, encore une fois du côté de Boston. Et voilà, je suis sceptique, et c'est pour ça que j'ai pronostiqué KD en deuxième meilleur joueur de la série, parce que j'ai du mal à voir quelles vont être les options que peut proposer Mike Malone contre Kevin Durant, même si sur ce premier tour contre les Clippers, j'étais assez surpris de voir certaines possessions où face à Norman Powell, KD avait des difficultés à jouer Norman Powell. Donc voilà, je pense que ça va être quand même Aaron Gordon, parce que ce serait quand même assez fou de mettre Michael Porter Jr. en défense sur Kevin Durant, surtout si Kevin Durant est utilisé off-ball. Là, pour le coup, c'est encore plus fou. Oui, là, c'est du c'est suicide. encore plus fou. Donc, je pense que ça va être Aaron Gordon, mais c'est pas une match-up qui me rassure particulièrement, parce que pour moi, Aaron Gordon, faut le mettre sur des profils un peu plus à l'intérieur, un peu plus besogneux, que si tu le mets sur un KD avec sa longueur, j'ai peur qu'en fait, le coffre athlétique d'Aaron Gordon ne crée pas beaucoup de différence pour limiter KD. Non, t'as tout dit. Il y a d'un côté, alors Michael Porter Jr. n'est plus le plot qu'il a été pendant une période. Il est meilleur défensivement. Heureusement, parce que de toute façon, s'il n'est pas meilleur défensivement, les Nuggets n'ont aucune chance pour le titre. Après, la problématique, elle est double avec Michael Porter Jr., c'est que tu l'as dit, soit tu le mets sur KD, et c'est très compliqué en fait de le mettre toute une série sur KD, mais le fait est que le cinquième défenseur des... Encore une fois, on revient toujours à cette problématique-là. Le cinquième défenseur des Nuggets aura beaucoup de responsabilités, parce que c'est lui qui pourrait être appelé à être beaucoup dans l'aide, etc. Et ça, c'est pas un domaine dans lequel j'ai une confiance démesurée en Michael Porter Jr. en fait. Donc, je serais pas étonné que Mike Malone alterne et que sur séquence on voit du Aaron Gordon, ou on voit parfois du Michael Porter Jr. sur KD. T'as raison, sur la première série, Booker a beaucoup de drive, et euh, historiquement les Clippers ont du mal face à des profils un peu plus petits derrière. En fait, ils sont créés dans un laboratoire pour défendre des ailiers, donc en fait les petits arrières les arrières à la Booker leur posent problème. Je serais un peu plus rassuré à ce niveau-là par les Nuggets, avec l'investissement autour de KCP qui a été fait en partie pour arrêter ce genre de profil. KCP qui fait plutôt un premier bon tour, donc à ce niveau-là je serais pas trop inquiet. Moi je serais plutôt inquiet du côté des Nuggets si Chris Paul se réveille d'une certaine manière. Parce que si Chris Paul se réveille d'une certaine manière, moi je trouve que la charge qu'il faut demander, et l'avantage défensif qu'ont les Nuggets, c'est d'avoir une charge assez limitée sur à la fois Jamal Murray et sur Nikola Jokic, qui devrait donc affronter directement Chris Paul et DeAndre Ayton. Si tu viens à avoir un de ces deux joueurs du côté des Suns qui fait une bonne série, ou qui commence à être un peu plus responsabilisé, ça sera pas DeAndre Ayton, ce sera sûrement Chris Paul. J'ai pas envie que la charge défensive sur un Jamal Murray soit vraiment importante. Lui qui peut faire les minima, mais qui n'est pas non plus un défenseur élite. Donc moi je te dis, je pense que ça va alterner entre du Kevin Porter Jr. et du Aaron Gordon. Kevin Porter Jr. Du Michael Porter Jr. Allez, on en aura une chacun. Là, ça aurait été beaucoup plus inquiétant. Ça aurait été beaucoup plus inquiétant entre du Michael Porter Jr. et du Aaron Gordon. Surtout que là où c'est inquiétant, tu vois, si on réunit nos deux problématiques, c'est qu'en plus, sur les deux bancs, il n'y a pas de solution non plus, en fait, pour les deux problématiques qu'on a mis en avant. Enfin, je suis pas sûr que surresponsabiliser un rookie du côté des Nuggets, ça soit vraiment la solution. Non, et puis tu l'as bien dit, en fait, la problématique des Nuggets défensivement, c'est que il faut cacher, entre guillemets, ou en tout cas réduire la charge de Jamal Murray, Michael Porter Jr., Nikola Jokic. Ça fait 3 joueurs dans ton starting five. Je trouve que ça fait quand même beaucoup d'avoir 3 joueurs average, voire below average défensivement, pour avoir 2 spécialistes dans ton 5 majeur. Les Suns, on peut dire ce qu'on veut, défensivement, s'ils se décident à défendre, tu as de bons défenseurs. On l'a vu, le premier tour de Devin Booker défensivement, il est actif à l'interception, il est là pour venir claquer des contres en aide. Vraiment, je l'ai trouvé très intéressant. C'est peut-être même, je pense, sa meilleure série de playoffs défensivement. Bon, après, il en a pas fait 150 des séries de playoffs, mais peut-être la meilleure. Moi, je pense que oui. Hein. Ouais, je pense mais vraiment. voilà, donc j'ai trouvé Devin Booker très intéressant défensivement et à un niveau que je ne l'avais pas soupçonné, sachant que offensivement il dépensait beaucoup d'énergie, et de le voir dans ce registre défensif c'était intéressant. Et du côté des Nuggets, effectivement, Chris Paul va quand même
On soupçonne que Chris Paul va essayer d'attaquer du Nikola Jokic, donc potentiellement tu vas avoir du pick and roll Chris Paul, DeAndre Ayton pour essayer de forcer Jokic à sortir. On va voir comment va défendre Nikola Jokic, mais si Nikola Jokic décide de défendre en drop, ça va ouvrir un petit peu comme Zubac, et c'est là où on revient sur le premier tour, c'est qu'on a vu la match-up face aux Clippers, dès que Zubac était sur le parquet, Zubac se défendait en drop, et là pour le coup c'était absolument létal pour les Suns, puisque ça ouvrait des mid-range absolument partout. Donc on va voir comment Chris Paul va essayer d'inclure, je pense, Nikola Jokic dans les systèmes offensifs des Suns pour le forcer à défendre. Mais effectivement, si tu as un Jokic qui arrive en drop, tu peux ouvrir les jumpers à mi-distance de Chris Paul, qui n'a pas de mise sur le premier tour pour le coup, ce qui a bien aidé les Clippers. Mais si Chris Paul commence à retrouver son efficacité sur les jumpers à mi-distance, ça peut devenir une équation assez difficile à résoudre pour les Nuggets. Eh bien, équation mi-distance, allons sur le problème de mathématiques. Un autre problème de mathématiques. Alors, sur le premier tour, il y a des problèmes de mathématiques qui se sont renversés. Du coup, Constant, on avait anticipé un problème pour une équipe et qui s'est métamorphosé pour l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ce premier tour, selon les stats d'NBA.com, les Suns ont tenté 27,3% de leurs tirs à 3 points. C'est le plus bas total de ces playoffs, c'est le plus bas total sur les 4 dernières campagnes de playoffs, toute équipe confondue. Ils ne prennent pas de 3 points. Et effectivement, sur le premier tour, ils ont fait leur beurre sur du mid-distance avec des shooters ultra élites sur le mid-distance. Enfin, par séquence, moi, je me demandais, ils ont quoi? Ils ont 3 des 10 meilleurs mecs sur mid-distance, peut-être, de la ligue? Enfin, ouais, peut-être un et truc comme encore ça, 10. à vue de nez. Et 10, je vois Ouais. peut-être large. Donc c'est vraiment létal. La question étant, Denver n'est pas l'équipe la plus analytique qui tente le plus de tirs à 3 points, mais mathématiquement, les Suns continuent de partir avec un déficit à chaque fois. Jusqu'à quand ça peut tenir ça, Constant? Moi, c'est un peu la question qui se pose parce que oui, tu as des joueurs qui sont incandescents sur ce premier tour, mais c'est compliqué en fait. Si jamais tu tombes face à des Nuggets, et ils l'ont prouvé sur séquence, qu'ils sont capables d'enchaîner les 3 points menés par un Jokic à la baguette sur ce fameux pick and roll Jokic-Murray qui a complètement détruit les Wolves. Hein. Les pauvres, ils savaient pas quoi faire. Enfin, dès que Jokic avait la balle, soit c'était pour du KCP, Kevin Porter Jr. Michael en Porter haut Jr. pour Michael Oh, le Porter back-to-back. Jr. C'est pas possible, mon Dieu. Michael Porter Jr. ou en haut pour du Aaron Gordon. Moi, je me demande est-ce qu'on va avoir des Suns, je vais pas dire aussi caricaturaux, mais aussi à ce point arc-boutés sur mi-distance, parce qu'il était en saison régulière, Constant, mais là, sur le premier tour, c'était presque caricatural. Oui, mais en même temps, faut voir aussi vis-à-vis de la construction de l'effectif et de la répartition des shoots, c'est que quand tu avais un banc qui était aussi peu utilisé et quand tu avais, je sais pas la stat sous les yeux, mais allez, 75% des tirs qui étaient pris soit par Chris Paul, soit par Devin Booker, soit par Kevin Durant, tu vas tomber dans du mi-distance. Et c'est là où j'ai envie un peu de pondérer, c'est qu'effectivement les Suns partent avec un désavantage parce qu'ils tentent beaucoup de mi-distance. Et comme tu l'as dit, quand tu as Devin Booker, Kevin Durant et Chris Paul à mi-distance, t'as quand même une certaine assurance touriste, j'ai envie de dire, sur ces joueurs-là. Tu sais qu'ils vont être efficaces puisque c'est parmi les joueurs les plus efficaces. Et sur le premier tour, j'ai vu un Devin Booker qui, oui, a pris beaucoup de mi-distance, mais qui a quand même drivé. Et quand tu vois la raquette des Clippers avec Zubac, tu vois la raquette des Nuggets avec Nikola Jokic, je me dis que Devin Booker peut de nouveau avoir ses lignes de drive. Après, la vraie problématique pour ces Suns, ça va être autour en fait de ces 4 joueurs-là. Qui va être capable d'inscrire des points, puisque comme je l'ai dit, Torrey Craig, en fait dès qu'il était ouvert, ça faisait ficelle lors du premier tour face aux Clippers, et ça a permis de débloquer pas mal de situations pour les Clippers ou pour les Suns pardon, où offensivement tu devenais un peu trop prévisible avec du mid-range Chris Paul ou du mid-range KD en isolation, et finalement le décalage pour Torrey Craig, qui était souvent ouvert à 45 ou à 0 degré, leur permettait de proposer une autre alternative. Et c'est pour ça que le 5e joueur des Suns, en tout cas le 5e titulaire des Suns, va être intéressant parce que ça peut être celui qui va proposer de l'alternance dans le jeu. Tu sais que le 5e titulaire va pas prendre du mi-distance. Globalement, il va défendre, il va faire des cuts, des projections vers le panier, des mouvements off-ball ou tirer à 3 points sur des kick-out ou sur des décalages. Donc, le rôle de Torrey Craig est très important, et du côté de Denver, effectivement, pour moi, si Denver veut exister dans cette série, ils se doivent de remporter la bataille à 3 points. Que ce soit en pourcentage, mais que ce soit en nombre de 3 points réussis, parce que
sur le mi-distance, Mhm. tu ne pourras pas, si tu te lances dans une course au mi-distance avec les Suns, tu ne pourras pas rivaliser avec de tels joueurs. C'est à eux de trouver d'autres réponses, à trouver peut-être un peu plus matraquer le panier que ce que peuvent faire les Suns aussi. Marquer plus de 3 points et plus de points dans la raquette, puisqu'on a vu que globalement sur ce premier tour, l'équipe qui marque le plus de points dans la raquette est souvent l'équipe qui sort victorieuse des matchs. Donc peut-être attaquer la raquette, mais dans ce cas-là, Michael Porter Jr. va avoir un rôle important, Aaron Gordon va avoir un rôle important. Donc disons que en fait, pour moi, si les Nuggets peuvent battre ces Suns ou s'ils veulent espérer battre ces Suns, ils doivent battre les Suns sur des points analytiques, à savoir le 3 points et les points près du cercle, parce que les Mhm. Suns sur la bataille du mi-distance, ils vont être dominateurs et ils vont toujours faire mieux que les Nuggets. À armes égales sur pur talent Ouais. offensif, ils sont supérieurs en fait. Donc effectivement, et c'est pour ça que moi aussi il y a des questions sur l'avenir pas l'avenir, mais en tout cas le destin à long terme de ces Suns, c'est que euh, plus ça va avancer, en plus l'ironie c'est qu'ils vont petit à petit, par exemple si tu imagines. Alors, ce n'est pas un pronostic, hein, parce que visiblement, toutes les équipes qu'on pronostique, on leur porte malheur. Si tu imagines un affrontement avec Boston, par exemple, en termes de shoot prix, de choix de quality, il y a une espèce de d'océan qui fait que je me pose vraiment cette question vis-à-vis des Suns. Pour revenir sur ce que tu as dit sur le cinquième titulaire, effectivement, il a un rôle crucial et du coup tellement crucial que parfois son implication offensive, en tout cas, moi je la trouve démesurée. Enfin, j'ai trouvé certaines séquences euh, sur le début de la série contre les Clippers où en fait il y avait une telle volonté du coup de chercher le bon tir ou en tout cas de pas tomber dans ce que voulait nous mettre en place Tyronn Lue du côté des Suns, qu'on s'est retrouvé avec du Torrey Craig qui avait beaucoup de tickets shoot à un moment. Et je me demande si ça, c'est pas un truc qui va se reproduire et qui va se reproduire vraisemblablement du côté de Mike Malone et des Nuggets. C'est-à-dire, ok, bon, on bloque le mi-distance et faites en sorte que le cinquième joueur nous tue, en fait. En gros, on va appeler ça la Tom La Isaac Thibodeau sur Okoro. ce premier tour la Isaac Okoro sur ce premier tour des playoffs. Et là où effectivement Torrey Craig a tout mis, moi je me demande si c'est pas aussi un pari que va tenter Mike Malone en se disant quitte à perdre cette série, autant la perdre avec Torrey Craig qui prend feu plutôt que de me faire harceler à mi-distance par les meilleurs joueurs de la NBA peut-être sur mi-distance. On en a on en a un peu parlé, Constant, mais il y a aussi cet affrontement Jokic-Ayton, parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce limite pas une réécriture historique, mais je trouve quand même qu'une partie des fans des Suns sont assez positifs sur le bilan d'Ayton face à Jokic, qui a quand même alors peut-être collectivement il s'en est sorti il y a 2 ans, mais individuellement il a quand même la sacrée tendance, comme beaucoup d'intérieurs contre Nikola Jokic, à se faire écraser en fait Ça arrive à la, des la gens très plupart bien. du temps. Donc ça arrive à beaucoup de gens très très bien. C'est Ouais. arrivé au premier tour par exemple. Donc je pense que Jokic, et je reviens toujours ce qu'avait dit Matt Moore un jour de Action Network, qui avait dit, en gros, si Jokic est le meilleur joueur largement de toutes les séries, les Nuggets sont champions. Je sais toujours pas si je suis d'accord avec cette observation-là, mais euh, clairement, cet affrontement-là, je me demande s'il n'est pas plus clé pour DeAndre Ayton, en fait. Tu l'as dit, on a vu un premier tour où il a été inconstant, il a été très soft sur séquence. Alors il a un dernier match très bon, mais c'est pas normal d'être pas être aussi dominant contre une équipe qui jouait vraiment avec Ouais. 5 carrières par séquence. Donc là, c'est un test très important parce qu'on sait que Bismack Biyombo, il va être là pour prendre 7 fautes, en fait, enfin 6 fautes, pardon, il va être là pour prendre 6 fautes. Parce que 7 fautes, on serait encore sur un arbitrage de haute Oh, ils qualité en de la seraient part de la capables. NBA. Il va être là pour prendre ses 6 fautes. Mais j'attends vraiment de voir ce que va nous offrir DeAndre Ouais, Ayton tu sur l'as cette dit, c'est série. une série importante pour DeAndre Ayton parce que il commence à y avoir le passif en playoff entre la série contre Dallas l'an dernier et ce premier tour contre les Clippers où, enfin voilà, DeAndre Ayton, peut-être ce sera un sujet d'un futur podcast, mais c'est l'un des joueurs les plus frustrants de la NBA, DeAndre Ayton. Quand je vois DeAndre, Hmm. même défensivement, il me frustre en fait parce que je ne comprends pas je ne comprends pas comment il essaye de défendre certains joueurs. Pour moi, DeAndre Ayton, tu peux en faire, allez, un protecteur de cercle honnête en NBA, très honnêtement, je trouve. Euh, Il l'a été sur oui, séquence, c'est mais ça le truc trop qui est trop rarement en fait, frustrant. trop rarement. Et là, face à Nikola Jokic, je suis pas sûr qu'ils vont l'utiliser dans ce cas de figure-là. Ils vont plutôt le faire défendre au large parce que Hmm. il va devoir le faire, enfin, il va devoir défendre les post-ups de Jokic très loin du panier. Donc, DeAndre Ayton, et en fait, c'est même pas tant défensivement que j'en attends.
qu'offensivement. Parce que offensivement, il va avoir probablement Nikola Jokic sur lui. C'est une match-up où il doit scorer, en fait. Nikola Jokic peut difficilement défendre Mhm. DeAndre Ayton, même avec la meilleure volonté du monde. Et DeAndre Ayton, on sait ce qu'il va faire. Ça va être du pick and pop. Il va s'arrêter à 2 mètres du panier et il va tenter un bout de shoot. Sauf que c'est pas le DeAndre Ayton que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir du DeAndre Ayton plus agressif, en fait. Quand on voit ces Suns qui alternent entre le mid-range de Devin Booker et le mid-range de Chris Paul et le mid-range de Kevin Durant, j'ai pas envie de voir un flotteur de DeAndre Ayton. J'ai envie de voir un DeAndre Ayton agressif Mhm. vers le cercle, actif au rebond offensif, ce qui est pas toujours le cas. Et j'ai envie de voir un Ayton qui se projette plus, effectivement, plus dans une capacité de finisseur, sachant que près du cercle, il a pas de, enfin, c'est pas un mauvais finisseur près du cercle. J'ai pas sous les yeux son pourcentage de réussite près du cercle, mais on est au-dessus des 70% si je ne me trompe pas. Donc voilà, DeAndre Ayton, pour moi, défensivement, il va devoir faire ce qu'il peut contre Nikola Jokic parce que globalement, contre Nikola Jokic, tu ne peux que limiter la casse, surtout dans une configuration playoff. Mhm. Mais par contre, offensivement, j'en attends. Il doit être le troisième. Ouais, même devant Chris Paul, il doit être le troisième meilleur scoreur, en tout cas en nombre de points marqués par match de ces Suns, et avec un pourcentage de réussite très élevé. Mais je suis pas sûr qu'on verra ça du côté de Phoenix. En tout cas, si DeAndre Ayton joue à ce niveau-là, du côté de Denver, on va se retrouver avec un déficit. Et là, pour le coup, les Suns auront vraiment une plus-value qui va être difficile à contrer. Tu l'avais dit effectivement, le roi de la stat de mémoire, Constant. Les auditeurs ont peut-être pas cette sensation-là, mais le mec qui est capable de sortir beaucoup de stats de mémoire, effectivement, le DeAndre Voilà. Ayton, c'est 79% de réussite sur les tirs près du panier, ce qui est très très bon, mais même pour un intérieur, hein, c'est vraiment très 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 haut. Et sur le premier tour, un petit 15 sur 21. Le fait est que oui, il y en a pas assez en fait. Parce que autant il est très très bon, mais il prend que 41% de ses tirs à ce niveau-là. Il devrait, surtout dans cette série-là, tu l'as dit, où on a parlé de la défense en drop. Moi, je me demande à quel point ils vont dropper très très vraiment très très loin parce que je pense qu'il y a un traumatisme, on va l'appeler la Brook Lopez, celle-ci, c'est-à-dire que je sais pas si je me demande si du côté de McMahon on va pas se dire que c'est aussi ce qui a causé un petit peu la perte des Clippers, ce drop qui était vraiment de Nicolas Zubac, pas du tout de Zubac, du coup niveau des noms c'est compliqué là, de Zubac, donc il y aura il y aura tout simplement beaucoup d'opportunités sur Rollman, je pense. Donc c'est à lui de finir tout simplement les offrandes de Chris Paul. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Constant, sur cette Moi, j'ai série? envie de parler de, même si je sais que t'aimes pas ça, la bataille des coachs. Parce que, Là, là, parce si, que, là, si, parce là, que il faut si, en t'as raison. parler. Puisque, en fait, moi, j'ai un point qui m'inquiète. Sur le premier tour, on a vu que Tyronn Lue n'avait pas peur d'innover face à ses Suns. Il nous a sorti quand même un line-up à 5 guards, Mmh, où le poste 5, c'était Norman Powell ou Russell Westbrook. Donc là, pour le coup, c'est une line-up. Je sais pas si on a vu une line-up aussi petite de toute l'histoire de la NBA en playoff, en tout cas, hors garbage time. Enfin, ça n'avait aucun sens. Et c'est une line-up qui a fonctionné, qui a failli permettre aux Clippers de remporter le Game 3. Et Tyronn Lue, bon, il a fait quelques erreurs, notamment de remettre Zubac sur certaines fins de match où défensivement, bah du coup, ça permettait aux Suns de resanctionner sur du drop de Zubac, mais on a vu un Tyronn Lue qui n'avait pas peur d'innover. Du côté de Mike Malone, je suis un peu plus sceptique sur sa capacité de 1 d'innover et de 2 sur sa capacité d'adaptation au fur et à mesure d'une série. Déjà parce que en termes de capacité d'adaptation, je suis pas sûr qu'il ait les ressources en termes de roster pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir mmh, radicalement modifier ce qu'il va pouvoir proposer sur le début de la série. Mais de l'autre côté de Monty Williams, la problématique va être un peu la même, sauf que tu as quand même plus de star talent d'un côté que de l'autre. Et après, sur la capacité d'innover, notamment au niveau des line-up, en saison régulière, bah, vu que la saison régulière des Nuggets, pardon, a été relativement sereine, je l'ai pas vu innover tant que ça dans ces line-up. Alors, il y avait des problématiques au niveau des blessures, mais j'ai pas vu, en fait, je vois pas, en dehors du 5 majeur, quel est le joueur que Mike Malone pourrait sortir du 5 et un joueur du banc qui pourrait insérer au niveau de ses line-up. J'ai vraiment du mal à voir qui pourrait être ce joueur que tu peux mettre en fin de match et qui n'est pas un starter. J'ai vraiment peur qu'il fasse sa série en se disant bon, j'ai mon 5 titulaire, je gagne avec ce 5 titulaire et je perds avec ce 5 titulaire.
Et du côté de Monty Williams, en fait, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai peur qu'il se repose un peu trop sur le talent de ses superstars. Et c'est ça qui m'inquiète aussi. Donc voilà, au niveau de la bataille des coachs, honnêtement, on n'est pas sur les deux meilleurs coachs de NBA, on n'est pas sur les deux pires non plus, mais on n'est pas sur des coachs qui sont les rois de l'adaptation. Et du coup, j'attends vraiment de voir comment ils vont pouvoir réagir au fur et à mesure que la série avance. C'est là où effectivement la réaction sera très compliquée, tu l'as dit. Ils n'ont pas des effectifs profonds en fait. Sur ce premier tour, en termes de possessions jouées par les mêmes 5, les Suns sont premiers. 196 possessions pour le Paul, Booker, Craig, Durant, Ayton. Et les Nuggets sont quatrième avec 175 possessions pour le Murray, KCP, Porter, Gordon, Jokic. Les deux équipes qui sont entre, ce sont des équipes qui ont joué 6 matchs et pas des équipes qui ont joué 5 matchs comme les Suns et les Nuggets. Donc en gros, on est sur les équipes qui tirent le plus sur leurs 5 titulaires. Bien, il y a des physionomies de match, bien évidemment, je comprends, mais effectivement, pour moi, l'adaptation de Malone et de Monty Williams, un petit peu dans un autre registre, ça sera vraiment sur les match-ups, comme tu l'as dit, par exemple, défensivement, en gros. Si tu tentes le Gordon sur Durant et que tu vois que Durant fait ce qu'il veut, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tentes le porteur? Comment tu alignes? Est-ce que tu peux avoir un match-up défensif où tu tentes quelque chose d'un peu fou? C'est pour ça que la bataille des coachs, je suis d'accord, sera importante sur l'adaptation, mais je me demande combien de coups ils ont vraiment en réserve. Et c'est pas tellement contre ces coachs-là, ce serait contre n'importe quel coach en fait, parce que quand tu joues sur une rotation à 7 ou en fait 6-7, la confiance est assez limitée. Tes ressources pour faire des adaptations hors schéma de jeu à la Spoelstra, il y a peu de choses en fait. Et sur schéma de jeu à la Spoelstra, je suis peu inspiré par genre je vois pas Malone faire ce qu'a fait Spoelstra avec Bam dans le match 6 à dans le match Ah, 5, ils ont ils pris se sont 4-1, pris hein, ils sont 4-1. fait sortir en 5. Ils ont pris 4-1, c'est quand même c'est n'importe quoi. À surresponsabiliser un mec sur sur le playmaking pour complètement dérailler la défense de l'équipe d'en face. Je sais pas, tu vois, alors qu'on s'achemine vers le pronostic, c'est une série qu'on va pronostiquer longue, mais il y a un truc où je serais pas étonné il y ait beaucoup de matchs où il y ait peu de suspense. Parce qu'en fait, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà figées en termes de match-up, en termes de rotation, en termes de style de jeu, qui fait que c'est une série qui sera super intéressante, mais je me demande, on aura combien de matchs Ouais, vraiment non, serrés je dans suis cette série. d'accord avec toi. Et effectivement, il y a cette problématique des bancs, c'est que tu as parlé effectivement des ajustements d'Eric Spoelstra, mais Eric Spoelstra, malgré le fait qu'il y ait la blessure de Tyler Hero et la blessure de Victor Oladipo, sur le Game 5, il tourne à 10 joueurs. Il a quand même utilisé 5 joueurs de banc. Mhm. Les Suns, à partir de 3 joueurs de banc, ça devient compliqué. Euh, Ouais, Tu ça sauves devient beaucoup. difficile. Surtout qu'ils ont essayé d'utiliser du TJ Warren, ça n'a pas du tout marché. La série de Josh Okogie, il y a eu des bons passages, mais globalement, c'est pas suffisant pour jouer une demi-finale de conf, potentiellement dans des minutes importantes. Et du côté de Denver, le banc de Denver s'est quand même pas mal affaibli depuis 2 ans, allez, on va dire. Ils n'ont plus cette Mhm. profondeur qu'ils avaient en 2019, par exemple, qui était l'une de leurs forces. Donc voilà, ça va être vraiment ça va se jouer sur la capacité de ton 5 majeur et de tes acquis dans la saison régulière, ce qui pour le coup peut être plus à l'avantage de Denver. Sur les acquis que tu as acquis pour le coup, pour me répéter, mais en tout cas sur les certitudes que tu as acquises durant ta saison régulière, ça peut se jouer sur certains points et de ce côté-là, effectivement, les Suns avec le faible nombre de matchs joués par le duo KD Booker peut se retrouver en déséquilibre. Mhm. Et puis même si sur les profils, certains des joueurs des Nuggets sont peut-être moins intéressants, ça me tue de dire ça pour ceux qui ont écouté les premières années du podcast, ils vont pas y croire, mais Jeff Green, Bruce Brown, au moins, tu sais que ça sera pas catastrophique en fait. Genre il y a une espèce de minimum syndical qui sera apporté. Ça sera pas suffisant pour tenir sur longue séquence, mais il y aura cette espèce de minimum syndical que je peux mettre en doute sur certaines des rotations des Ouais. Suns, très clairement. Constant, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de passer au Non, non, pas fatidique grand-chose à pronostic? ajouter. On peut y aller. Alors,
Je vais dire ça à chaque série. Non, celle-ci, c'est assurément la plus dure depuis le début des playoffs. Je pense à pronostiquer. Parce que moi, j'avais pas eu laquelle j'aurais eu beaucoup de mal avec le Grizzlies Lakers et je l'ai pas eu. Donc, pour moi, c'est la plus dure que j'ai eu pour l'instant. Personnellement, je dirais 7 Nuggets parce que on l'a pas cité, mais je me demande si les Suns sont pas une des seules équipes qui va sur tout la longueur d'une série souffrir vraiment du fait d'aller jouer à Denver, mais qui eux ils vont vraiment en souffrir avec des mecs qui jouent 45 minutes en fait. Là, si l'altitude va pas être un élément important, je donne les Nuggets en 7, pardon, mais je serais pas surpris si c'est les Suns en 6 en fait. Enfin, je trouve que c'est assez difficile à pronostiquer. Je te rejoins, je donne 7 matchs, mais je donne Phoenix vainqueur en 7 matchs. Oui, les Suns Oh. qui terminent la série du côté de Denver. Je vois pas une série courte. Après, on n'est jamais à l'abri quand on voit ces playoffs, mais Ah, moi, c'est je dis plus clippé au rien. pire, clippé quand Constant, tu c'est bon. auras, je sais pas, 4-0 Suns ou quand tu auras 4-1 Nuggets, clippé. Mais non, je pense que ça va être une série longue. Alors, peut-être pas forcément avec Mhm. des matchs serrés. T'as parlé de l'altitude de Denver, c'est une série qui est assez espacée en termes de jours entre les matchs, donc ça peut permettre aux Suns un petit peu de récupérer. Moi, je mets les Suns en 7 parce que je suis peut-être encore trop influencé par la théorie, mais je me dis que les difficultés de Chris Paul face aux Clippers, même si on sait que Chris Paul, ça commence à faire beaucoup de stretch où il est en difficulté, je pense qu'il sera pas autant en galère que ce qu'il a été face Mhm. aux Clippers. Et finalement, je trouve que en termes d'équations à résoudre, les Suns ont moins d'équations à résoudre que les Nuggets, que ce soit offensivement comme défensivement. Donc je pronostique les Suns, même si je serais pas surpris que Denver l'emporte. Suns en 7 parce que tu as quand même le star talent, même si tu n'as pas le meilleur joueur de la série, tu as le star talent. Et je pense que tu as effectivement moins de problématiques à résoudre que du côté de Denver. C'est le 5, le 5 majeur des Suns, c'est le meilleur 5 en termes de net rating, c'est le meilleur 5 de ce début de playoff. Donc effectivement, tu l'as dit, et en termes de puissance de feu, ça se rejoint parfaitement. Tu as bien fait de noter l'idée d'espacement des matchs parce que les Suns ont beaucoup joué et en plus, bon, ça c'est le fait des Clippers, l'espacement des matchs n'avait aucun sens. Donc du coup, ils ont beaucoup joué sur une série avec un jour de repos à chaque fois entre les matchs. C'était extrêmement rapide. Donc là, on arrive à une période où il y aura un peu plus de repos et ça pourrait jouer très clairement. Eh bien, n'hésitez pas à nous donner vos pronostics. Moi, j'ai peur, Constant, parce que là, on est sur un playoff où le camp du mal gagne beaucoup trop, et on est sur des playoffs où il y a absolument rien, Non. plus rien n'a de sens. Donc je sais pas, on va se Disons que retrouver mon comment. pronostic, voilà, ça je vais me faire des copains ça. Disons que mon pronostic ne correspond pas à ce que mon cœur ait envie de voir comme vainqueur, quoi. Ce n'est pas de la haine contre les Suns, hein, mais j'aimerais bien voir Denver s'imposer parce que bon, la team marché moindre, j'aimerais bien quand même qu'elle soit représentée parce que entre Boston, New York, Miami, Phoenix, peut-être Los Peut-être Angeles, Lakers. peut-être San Francisco. Bon, faut qu'il y ait quand même un petit représentant des petits marchés, parce que là, ça commence à faire que des gros marchés qui se battent entre eux. C'est l'ironie du sort, c'est que tout le monde se contente des surprises, mais les surprises, ça Et n'arrange ESPN. que les gros pour l'instant. Puis ESPN. Et puis moi, je te dis, Constant, c'était mon pronostic funeste, pas funeste, mais je le vois venir gros comme une maison, le scénario où les Suns passent et les corps lâchent en finale de conf contre les Warriors. Hein, c'est écrit, c'est sûr que ça va se Ou passer comme contre les ça. Lakers. Ça fait 3 semaines que T'imagines je contre les commence à me Lakers? dire, ou contre les Lakers. Pour moi, je peux pas imaginer qu'une équipe aussi limite avec des profils fragiles comme Chris Même Paul KD en et soi. euh, Kevin Durant puisse tenir 4 tours comme ça. Ou alors, on va finir là-dessus. Il faut qu'ils finissent toutes les séries ultra rapidement en fait. Et là, je crois pas qu'ils soient en Non. capacité de le faire contre ces Nuggets. Eh bien, on a le nouveau record, Constant. Pratiquement 50 minutes. Alors après, normalement, on a de plus en plus de choses à dire, donc c'est assez normal. N'hésitez pas, comme j'ai dit du coup, à nous donner votre pronostic dans les commentaires sur YouTube, mais également sur Twitter. Nous
Constant, je vais entamer ma journée, tu vas entamer ton Ah ouais, sommeil il y a bientôt, deux même s'il matchs y a des aussi matchs au cette moment nuit. où on enregistre, Donc tu entameras peut-être ta nuit après. Et puis nous, on se retrouve très vite pour salut! d'autres previews. Salut!